Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire des rendez-vous Lamotabier qui s'inscrit dans la continuité de la série qu'on avait déjà initiée il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Galric Nogues, je suis responsable de la gamme fermentaire chez Lamotabier. Et aujourd'hui, je vous propose donc une présentation sur l'utilisation de la Mechnicovia pulcherrima, donc une levure non Saccharomyces, dans une application de bioprotection. Donc, c'est une présentation qui va brosser différentes thématiques, notamment donc, tout d'abord le concept de bioprotection. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette pratique? Ensuite, bien sûr, la présentation de la souche, Mechnicovia pulcherrima, et le pourquoi du comment on utilise cette souche-là, les intérêts qu'elle peut présenter. Ensuite, bien sûr, un résultat d'essai qu'on a mis en place donc, dans la Loire sur justement différentes thématiques qui sont assez transversales sur ce sujet-là. Et enfin, des perspectives intéressantes, notamment sur le volet aromatique, pour l'utilisation de cette souche-là en inoculation séquentielle. Donc, c'est une présentation qui va durer environ une trentaine de minutes, avec un temps d'échange d'une quinzaine de minutes en fin de présentation. Et je vous invite à poser vos questions via le volet sondage qui est présent en haut à droite de votre écran. Voilà, donc je vais couper la caméra et on va démarrer la présentation. Donc pour introduire le contexte de cette présentation, bien sûr, la bioprotection va être une thématique qui est très proche et très connectée avec justement la réduction des sulfites et toutes les interrogations et questions qu'il peut y avoir sur cette thématique de réduction des sulfites. Et donc, si on s'intéresse par exemple aux recherches justement sur ce thème de vin sans sulfite, on voit que depuis une dizaine d'années, il y a une augmentation de l'intérêt pour ces recherches-là. Et si on va voir un peu plus loin les endroits d'où sont émises ces recherches sur cette thématique, on voit que bien sûr, il y a l'Île-de-France, mais il y a également les régions viticoles du Bordelais, des Côtes-du-Rhône et de la Provence qui se tournent vers ce genre de produits et qui ont vraiment un intérêt et des questionnements sur ces vins sans sulfite, notamment au niveau du process et des applications qu'on peut mettre en place pour y arriver. Aujourd'hui, le sulfite, c'est vrai que c'est un produit qui est extrêmement efficace, qui marche très bien avec beaucoup d'intérêts plutôt variés et surtout un prix très modeste. Mais on a quand même quelques aspects limitants qu'on découvre petit à petit, notamment une utilisation délicate quand c'est sous forme de gaz. Et surtout, dans un contexte d'augmentation des degrés et d'augmentation des pH, on a une efficacité qui est variable sur des pH plus élevés et donc forcément des quantités de sulfite qui vont être grandissantes en relation avec cette augmentation de pH. Donc des effets plutôt limitants dans le temps. Également, c'est des produits qui sont facteurs de stress pour les levures, puisqu'on aurait une production plus importante d'éthanal, d'acides gras inhibiteurs, des fermentations qui vont être plus languissantes si on a été un peu trop loin dans les doses, donc des levures qui vont être sous stress et qui vont avoir une production de thiol et d'ester et d'autres composés aromatiques plutôt limitée, et donc ce qui occasionnera en fait un impact négatif final sur l'organoleptique du vin. Également, le grand impact du SO2, c'est bien sûr de créer un vide microbiologique, puisqu'on va venir détruire la flore indigène pour ensuite réinoculer une levure qu'on connaît. Ce vide microbiologique, en fait, il ouvre la porte à une contamination par des micro-organismes indigènes, notamment Brettanomyces, Pediococcus ou Lactobacillus, mais il ouvre aussi des mutations et l'apparition de souches qui vont être résistantes au SO2, notamment les Brettanomyces du groupe triploïde, qui sont celles qu'on retrouve majoritairement sur les matériels de chai et qui sont responsables des contaminations secondaires pendant la vinification. Donc on a des souches qui s'adaptent petit à petit et surtout une population qui est de plus en plus présente. Et donc le SO2, comme je l'ai dit, a des impacts et des caractéristiques variées, avec notamment le côté extraction, antioxydant, antioxydasique et antiseptique. Et on trouve aujourd'hui sur le marché différents produits, que ce soit les enzymes de macération pour le côté extraction, des tanins, des levures inactivées riches en glutathion qui vont venir protéger justement de l'oxygène et également préserver le potentiel aromatique. Donc, organoleptique, on y gagne ici. Le côté antioxydasique avec des tanins killers et des produits de stabilisation. Et en ce qui concerne le côté antiseptique, on n'a aujourd'hui pas d'équivalent sur le produit de sulfite. Et ça va venir vraiment créer un vide microbiologique. Donc, ça occasionne, comme je le disais, des risques de contamination. Donc l'idée du concept de la bioprotection, ça va être de s'affranchir de ce vide microbiologique par un contrôle des populations. Puisque les populations aujourd'hui de micro-organismes indigènes sur les raisins
se situe entre 10 puissance 4 et 10 puissance 6 unités formant colonie par gramme, avec des populations dont l'équilibre varie à toutes les étapes de la vinification, puisqu'on va au début avoir des espèces non fermentaires qui vont être plutôt en majorité présentes dans le milieu. Et petit à petit, on aura des souches qui seront fermentaires, donc notamment Saccharomyces cerevisiae, mais aussi des souches qui vont être fermentaires et qui vont être résistantes, tolérantes à l'éthanol, à l'absence d'oxygène, à l'absence de nutriments et à la présence de sulfite, comme Brettanomyces, qui vont devenir plutôt majoritaires. Donc l'idée, c'est vraiment de connaître cet équilibre à chaque moment de la vinification, mais surtout de contrôler cet équilibre-là pour éviter qu'il y ait une des souches qui se discriminent d'elles-mêmes et qui viennent causer une déviation et une fermentation non voulue. Donc l'idée, ça va être de contrôler ces populations-là par l'ajout d'une levure à hauteur de 10 puissance 4 ou de 10 puissance 6 pour être à des mêmes niveaux de population que les levures totales indigènes. En parlant de levures indigènes, donc comme je disais précédemment, donc des données qui ont été menées en 2017 par Lamotabier sur des screenings et des comptages de différents mous de différentes régions en France. On retrouve les ordres de population dont on parlait juste avant, donc de 10 puissance 5 à 10 puissance 6. Et une levure, donc l'Enseniaspora ovarum, qui est majoritairement présente dans les mous et qui est réellement l'exemple type d'une levure apiculée qui va se développer rapidement, plus vite que Saccharomyces cerevisiae, qui va venir en fait puiser dans l'azote assimilable pour provoquer des carences de manière très rapide sur les mous, ce qui va avoir un impact négatif sur la cinétique de fermentation. Donc l'idée, c'est voilà, de connaître ces populations-là pour justement réfléchir au mieux les inoculations ensuite. Donc le concept de la bioprotection, il est très simple, c'est-à-dire on va venir occuper l'environnement par l'ensemencement d'une levure non Saccharomyces pour éviter justement la prolifération d'autres micro-organismes, pour pouvoir bloquer ces micro-organismes-là. Donc on va gérer le milieu par une occupation. Il n'y aura pas de vide microbiologique, donc pas de porte ouverte à le développement rapide d'une autre souche. Et surtout, on utilisera une levure qui sera compatible avec Saccharomyces cerevisiae et qui permettra une sécurité lors de l'inoculation. Tandis que dans le cadre du SO2, on est plutôt sur une politique de destruction de la flore pour limiter l'action des micro-organismes et ensuite ensemencer rapidement avec une levure connue. Et on va vraiment venir sélectionner la population. Et donc la levure de bioprotection que nous on propose, c'est la Mechnicovia pulcherrima. Donc, au sein de Lamotabier, on a développé cette souche parmi au départ un pool de 77 candidates qui ont été discriminées sur critères de cinétique fermentaire, donc bien sûr une cinétique fermentaire la plus faible possible, une capacité d'implantation la plus rapide possible pour pouvoir rapidement prendre le pas sur les micro-organismes indigènes, et ensuite une production donc, de H2S, d'acidité volatile et de phénol volatile qui va rentrer dans une vision vraiment de respect organoleptique pour éviter d'amener des défauts au vin. Et donc ces travaux-là ont été menés en parallèle avec l'université de Stellenbosch et de Bordeaux pour mener justement à la sélection finale de la Mechnicovia pulcherrima qui est sous le nom de Binature dans notre gamme. Donc, comme je viens de le dire, c'est une levure qui n'amène pas de défaut, qui est très peu fermenteuse, qui va s'implanter rapidement et qui va présenter une compatibilité avec Saccharomyces cerevisiae. De manière rapide, donc ici, vous avez toutes les caractéristiques de la binature, donc notamment au niveau de la production d'H2S, son caractère POF, etc. Et en fait, ces caractéristiques répondent aux 4 critères qu'on voulait vraiment sur ce produit-là. Tout d'abord, le respect organoleptique, l'implantation rapide sans fermenter, ce qui va permettre d'aller faire des stabulations à froid, de traiter des opérations préfermentaires un peu plus poussées pour pouvoir justement profiter de ce contrôle microbiologique, l'absence de déviation, et ensuite le maintien dans le milieu, puisqu'on veut vraiment avoir un côté aussi protection, et donc une levure qui va durablement protéger le mou contre entre guillemets, les attaques des autres micro-organismes indigènes. Donc une levure qui sera résistante aux basses températures, au bas pH, et également aux doses de sulfite, si on se trouve dans des modalités où on va être en présence de sulfite et de bioprotection sur des modalités plutôt mixtes. Ensuite, c'est une levure très intéressante du point de vue antifongique, puisqu'elle a tout d'abord des interactions avec Saccharomyces cerevisiae, on y reviendra juste après, mais elle a également la capacité de produire de la pulchérimine, qui est en fait un pigment rouge qu'on retrouve sur les boîtes de culture. Vous aurez une photo juste après pour illustrer ça. Et pour faire les choses simples, il y a 4 gènes qui sont impliqués dans la production d'acide pulchériminique. Donc le PUL1 et PUL2, qui sont des enzymes qui vont venir récupérer des leucines, donc des acides aminés dans le milieu
intracellulaires, les cycliser et ensuite les oxyder pour produire de l'acide pulchériminique. Cet acide pulchériminique sera excrété en milieu extracellulaire et lors de sa rencontre avec le fer, donc Fe3+, va pouvoir se complexer, chélater, sous forme de pulchérimine. Et donc là, on aura une immobilisation du fer sous forme de pigment rouge, qui est la pulchérimine. Et de manière plus tardive, la levure aura, grâce à son gène PUL3 et PUL4, la possibilité de venir récupérer cette pulchérimine via des protéines transmembranaires pour la réincorporer dans son milieu intracellulaire, défaire ce qui a été fait en termes de chélation et récupérer le fer pour son métabolisme propre. On a vraiment ici un intérêt puisque c'est une manière en fait d'aller bloquer le fer dans le milieu. Et en fait, ça dépend tout simplement de la quantité de fer, des teneurs qu'on trouve dans le milieu, puisque à des teneurs en fer normales qu'on rencontre dans les mous, donc entre 2 et 5 mg par litre, on aura un acide pulchériminique qui sera excrété naturellement et qui aura une diffusion importante dans le milieu jusqu'à sa rencontre avec le fer. Et donc à ce moment-là, on aura une complexation extracellulaire et la production de pulchérimine en dehors du milieu intracellulaire. Par contre, des essais ont montré que dans des teneurs en fer supérieures à 20 mg par litre, on aura une faible diffusion, étant donné que du fer sera naturellement présent en milieu intracellulaire de la levure. Donc on aura une complexation intracellulaire et une pulchérimine produite vraiment dans le milieu cellulaire. Donc on aura moins de facteurs bloquants au niveau du fer. Donc l'illustration dont je parlais précédemment, c'est visible ici sur la photo de droite et de gauche, où on a la pigmentation rouge qui illustre très bien la production de pulchérimine. Et ensuite, on a la présence d'un halo d'inhibition qui correspond en fait à la distance à laquelle a pu se diffuser cet acide pulchériminique. Et donc l'enceinte, entre guillemets, dans laquelle l'acide pulchériminique s'est complexé avec le fer pour former cette pigmentation rouge de pulchérimine. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un halo d'inhibition puisque la levure a bloqué le développement du micro-organisme. En l'occurrence, c'était Candida saitoana, donc une levure non Saccharomyces, qui a été bloquée dans son métabolisme et qui donc a été vraiment, dont on a empêché la croissance. Donc, c'est vraiment une mobilisation, une monopolisation des ressources en fer par un mécanisme compétitif de privation à l'origine justement de ce contrôle microbien que peut exercer la Mechnikova pulcherrima. Ensuite, pour revenir sur la compatibilité avec Cerevisier, donc une étude de 2014 a montré qu'il y avait des interactions, bien sûr, entre toutes les levures. Et il se trouve que Saccharomyces cerevisiae est une des seules levures avec laquelle on n'a noté aucune inhibition, à la différence de Enseniaspora ovarum dont je parlais au début de cette présentation, Brettanomyces, bien sûr, qui est importante ici, et Candida apicola, qui sont des levures responsables également de départ rapide en fermentation indigène, et donc potentiellement à l'origine de déviation. Et donc, cette absence de concurrence vis-à-vis de Saccharomyces cerevisiae, elle peut être expliquée d'une part par simplement les interactions cellule-cellule, mais surtout le fait que Saccharomyces cerevisiae possède des gènes analogues à PUL3 et PUL4, donc les gènes impliqués dans la réutilisation de la pulchérimine. Donc, ce sont des gènes qu'elle possède et qui sont proches de ces deux gènes-là et qui lui permettent de réutiliser cette pulchérimine, de décomplexer le fer et d'utiliser le fer pour son métabolisme propre. Donc, il y a vraiment une compatibilité entre les deux souches, puisque Saccharomyces cerevisiae ne sera pas impacté par la production de pulchérimine. Pour illustrer donc cet aspect antifongique et compatibilité avec Saccharomyces cerevisiae, dans le graphique de gauche, tout d'abord, on voit qu'on a inoculé Saccharomyces cerevisiae à 10 puissance 4 et 10 puissance 6. Et on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les ajouts, puisque dans les deux cas, on a une population de Mechnikova pulcherrima qui décroît naturellement après inoculation de Saccharomyces cerevisiae. Dans le graphique de droite, donc on illustre ici le côté antifongique entre Mechnikova pulcherrima et Brettanomyces, dans des milieux donc, qui ont été supplémentés ou non en fer. Et on voit bien que dans le milieu qui n'a pas été supplémenté en fer, on a une Brettanomyces qui a décru, puisqu'on avait la Mechnikovia, bien sûr, qui a produit de la pulchérimine et qui a mobilisé les ressources en fer. En revanche, dans un milieu supplémenté avec fer, où il y avait entre guillemets suffisamment de fer pour tout le monde, on a Brettanomyces et Mechnikovia qui se sont développés de manière naturelle. Il n'y a pas eu d'incident ni d'inhibition noté sur un milieu enrichi en fer. Pour résumer rapidement cette première moitié de présentation avant de passer aux résultats d'essai, donc la bioprotection, bien sûr, est une alternative à la création d'un vide microbiologique dans le cas d'une utilisation de SO2. Et la Mechnikovia est une levure vraiment indiquée pour la bioprotection, puisqu'elle va être une levure peu fermenteuse, donc facteur de
de sécurité fermentaire, une implantation rapide qui va permettre de rapidement prendre le pas sur une population indigène qui pourrait être l'origine de déviation. Également une activité antifongique intéressante vis-à-vis de Cerevisiae, enfin, pardon, vis-à-vis de micro-organismes qui ne sont pas Saccharomyces cerevisiae. Et ensuite, une interaction neutre avec Saccharomyces cerevisiae qui permet une bonne implantation de cette levure-là à la suite de la bioprotection. Donc, pour illustrer toutes ces informations, je vais vous présenter un essai ici qui a été mené en Loire en 2017, donc sur des vendanges de chenin qui étaient destinées à du vin de base. Donc, on avait deux modalités, une modalité sulfitée à 5 grammes hectolitres sur raisin et une modalité bioprotégée où on a utilisé 5 grammes d'excellence bio nature sur raisin également. Les deux modalités ont été pressurées en simultané. On a ensuite fait une stabulation 24 heures à 10 degrés. On a fait des pointages microbiologiques avant et après stabulation pour voir l'évolution des populations. Et ensuite, on a levuré à 20 grammes hectolitres avec l'excellence E2F de notre gamme pour justement valider aussi la bonne inoculation de cette levure-là. Également, on pouvait voir sur les photos que le raisin de chenin était légèrement botrytisé. Donc, il s'est posé la question ici d'ajouter des sulfites ou pas. Et pour ne pas apporter de biais à l'étude, on a décidé de rester sur une modalité sulfitée et une modalité vraiment non sulfitée, avec uniquement de la bioprotection mise en place. Donc, au niveau de l'aspect avant le pressurage, enfin, pardon, juste après le pressurage, donc analyse de mou, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les modalités. Par contre, on aura juste une couleur un peu plus soutenue pour la modalité binature, puisqu'on aura bien sûr ici pas de protection antioxydante, donc forcément une pigmentation un peu plus importante dans le cas de la bioprotection. Donc on verra que cette différence se retrouvera en fin de process, mais de manière beaucoup moins marquée, puisqu'on aura eu une chute de couleur pendant la fermentation alcoolique. Au niveau des pointages microbiaux, donc, on a ici un témoin, la modalité SO2 et la modalité binature. On voit qu'on retrouve ici Enseniaspora ovarum, qui est donc des colonies vertes. Et donc, c'est la levure non Saccharomyces qu'on retrouve de manière majoritaire, comme je le disais au début. Et on voit au niveau des populations, on a donc une population témoin indigène de l'ordre de 10 puissance 6. Et on voit que déjà sur la modalité SO2, donc il y a eu un ajout très peu de temps avant ce pointage-là, on a déjà une population qui est sensiblement diminuée par rapport aux témoins. Et en ce qui concerne la modalité bioprotégée, on a une Mechnikova pulcherrima qui est présente de manière équitable entre les levures indigènes et la Mechnikova pulcherrima. Donc on a une population qui vient concurrencer vraiment l'ensemble des levures indigènes qui sont mesurées sur le mou. Et c'est après stabulation que les différences sont le plus marquées, puisqu'on a ici une modalité SO2, si on regarde la photo de gauche, où on voit bien qu'on a un vide microbiologique, on a très peu de levures qui sont présentes sur la boîte de pétri, tandis que pour la modalité binature, on retrouve bien sûr Enseniaspora ovarum, mais également beaucoup de colonies rouges qui sont caractéristiques de la Mechnikova pulcherrima, et donc de la production de pulcherimine, et qui se retrouvent également au niveau du pointage, avec une population de Mechnikova pulcherrima qui est plus importante que la population indigène totale de la modalité bioprotégée. Donc on a une levure qui s'est bien implantée et qui a bien pris le contrôle du milieu lors de la phase justement préfermentaire. Ensuite, donc, comme je disais, on a eu une inoculation avec l'excellence E2F et un contrôle d'implantation qui a été réalisé à 1040 pour les deux modalités. Et ce contrôle voilà, s'est avéré positif pour les deux modalités, que ce soit sulfite ou bioprotection. Donc, on a une levure voilà, qui a été relativement facilement implantée à la suite de la bioprotection. Et enfin, on arrive maintenant sur les analyses post-F1. Donc, on voit que les deux vins sont analytiquement identiques, avec un TAV qui est similaire, une acidité totale qui est relativement proche, et un pH également similaire. En revanche, on a toujours une couleur un peu plus soutenue pour la modalité bioprotection, mais avec une différence quand même beaucoup moins marquée entre les deux modalités. Voilà, ça c'est vraiment dû au manque, bien sûr, de protection contre l'oxygène, et donc ça a causé une petite oxydation. Là où c'est intéressant également, c'est les composés combinants du SO2. Il faut savoir qu'en présence de sulfite et donc dans le cadre de stress de levure, on va avoir une production un peu plus importante d'éthanal, d'acide pyruvique, etc., qui vont venir combiner le SO2. Et donc ici, on a fait la mesure du TL35, qui est donc la quantité de SO2
en milligrammes par litre à ajouter pour atteindre 35 de SO2 libre. Et on voit que le TL35 du témoin est plus élevé que le TL35 de la bioprotection, ce qui traduit vraiment un sulfitage post-FA qui sera beaucoup plus efficace pour la modalité bioprotégée, puisqu'on aura un niveau de combinaison du SO2 qui sera moindre. C'est-à-dire qu'ici, on a une levure qui a moins stressé et donc potentiellement qui a un potentiel aromatique plus important, puisque moins de stress, justement meilleure production d'ester et de thiol. Ça, on y reviendra juste après sur les dosages aromatiques. Donc, vraiment, la combinaison sulfitique de l'éthanol, comme je le disais, c'est un moyen de protection de la levure pour lutter contre le SO2 et le stress dont il peut être responsable. Au niveau des analyses aromatiques, on retrouve ce que je disais précédemment, à savoir une augmentation des thiols en faveur de la modalité bioprotégée. On a bien sûr ici un stress moindre, donc une levure plus performante du point de vue de production des thiols. Et on a également une production moindre de l'ordre de 26%, ce qui est quand même pas négligeable, de composés soufrés volatiles nauséabonds. Ici, un profil aromatique plus net et plus intense. Donc, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la dégustation, puisqu'on a fait appel à un jury donc, composé de consommateurs avertis via un collège, donc un lycée Bac Pro, avec une classe d'âge entre 20 et 25 ans. Donc, il y avait 16 personnes et 14 personnes sur ces 16 ont jugé le vin différent, avec une préférence pour la modalité bioprotégée, avec notamment des arômes plus agréables, un plaisir aromatique global mieux noté, et surtout vraiment une meilleure sensation en bouche et une sensation acide, par rapport à un vin sulfité qui était peut-être plus intense aromatiquement, mais qui présentait certains arômes désagréables et moins de plaisir global. Donc une modalité bioprotégée qui a tiré son épingle ici en termes de dégustation. Voilà pour cet essai. Maintenant, je vais passer à la partie donc, perspective, et notamment au niveau aromatique, puisque la levure Meshnikova pulcherrima présente vraiment un intérêt fort sur cette thématique-là. Donc là, j'ai repris les travaux d'une thèse qui a été menée par Pauline Seguino donc en 2019, et qui est à l'origine de beaucoup de publications d'ailleurs sur le sujet, où ils ont mesuré en fait l'activité enzymatique de la Meshnikova pulcherrima, donc activité plutôt ciblée sur bêta-lyase et bêta-glucosidase, impliquées dans la révélation des thiols et des terpènes, dans le cadre d'une inoculation séquentielle avec Meshnikova pulcherrima mis pendant 48 heures et ensuite Saccharomyces cerevisiae pour terminer la fermentation, puisque la Meshnikova pulcherrima ne peut pas fermenter au-delà de 4 à 5 degrés. Donc on aura nécessairement besoin d'une levure pour terminer le travail. Et on voit bien au niveau des activités enzymatiques qu'on a une activité enzymatique beaucoup plus forte dans les 48 premières heures pour la modalité séquentielle. Donc forcément ici, une révélation d'aromatique qui va être plus importante. Ce qui est intéressant également, c'est de coupler cette observation de l'activité enzymatique à la consommation, justement, les besoins en nutriments de la Meshnikova pulcherrima. Et on se rend compte, au niveau donc, de l'azote assimilable, que c'est essentiellement l'azote aminé qui va être touché, avec une consommation importante des acides aminés qui sont cités sur la slide, et notamment la leucine, qui, elle, va être responsable de la production d'acide pulcheriminique, comme je l'expliquais au début. Et on voit, donc c'est peut-être un peu petit, mais sur les modalités où il y a 3 graphiques ici. Donc la modalité orange représente une cinétique fermentaire d'une Meshnikovia inoculée de manière pure. Le bleu clair, une Saccharomyces cerevisiae qui serait toute seule dans le milieu. Et le bleu marine, une cinétique combinée, donc une inoculation séquentielle avec Meshnikova pulcherrima pendant 48 heures, suivie de Saccharomyces cerevisiae pour terminer la fermentation. Et on voit que la cinétique est un peu moindre sur la modalité séquentielle, puisqu'on aura eu bien sûr une Meshnikovia qui sera venue puiser dans les réserves d'acides aminés, donc ceux qui sont listés, et donc ce qui ne facilite pas ensuite le développement et le rapide départ en fermentation de la Saccharomyces cerevisiae. Ce qui est intéressant également à prendre en compte, c'est qu'on a une très faible consommation de l'azote ammoniacal, donc une levure qui au final n'est pas très sensible à l'azote ammoniacal, mais plutôt à des carences d'azote aminé. Donc, il est nécessaire de réfléchir les apports d'azote dans le cadre d'une inoculation séquentielle avec Meshnikovia, puisqu'il va falloir s'assurer qu'on aura une bonne production un bon apport des différents acides pour permettre la bonne inoculation ensuite de ces révisiers. Donc, sur différentes matières premières, on voit qu'on a des matières premières qui sont variables en termes d'acides aminés, avec certaines qui sont plus riches en glutamine, certaines qui sont plus riches en leucine, etc. Et ici, ce serait plutôt Optiflore O de notre gamme qui ressortirait en fait pour vraiment compenser ces carences-là
de la Meshnikova pulcherrima. Donc, c'est des choses qu'on a également observées en interne, puisqu'on a mis en place un essai sur notre centre expérimental l'an dernier, donc, sur le volet vraiment optimisation aromatique, avec une modalité témoin qui était donc une fermentation classique sur Sauvignon blanc avec l'excellence FTH, et une modalité donc séquentielle avec la MP17.2, qui est une autre souche de Meshnikova pulcherrima dont nous disposons, qui a été inoculée cette fois-ci à 30 grammes hectolitres pour démarrer une fermentation. Et après 48 heures, donc d'abord on a pointé les niveaux d'azote qui étaient relevés, et ensuite on a inoculé avec l'excellence FTH pour terminer la fermentation alcoolique. On a bien retrouvé les tendances dont il était question dans la thèse, à savoir une diminution vraiment importante de l'azote alpha-aminé, mais une diminution très faible de l'azote ammoniacal, voire nulle, puisqu'on reste au même niveau 48 heures après l'inoculation de la MP17.2. Et donc un niveau d'azote assimilable global qui a vraiment chuté, dû à la diminution d'azote alpha-aminé. Donc il y aura vraiment une importance ici de corriger l'azote organique si on veut faire une inoculation séquentielle réussie et surtout avoir une bonne cinétique de fermentation pour la Saccharomyces cerevisiae. Au niveau aromatique, on retrouve vraiment les tendances dont il était question, à savoir pour la modalité, donc on ne voit pas très bien, mais c'est la modalité orange, donc, qui était la modalité en inoculation séquentielle, où on a vraiment 80% de thiol en plus. On a vraiment un impact aromatique qui est réel et qui ouvre de belles perspectives pour la suite du travail avec cette souche. Donc, pour conclure sur cette présentation, comme je disais au début, les populations indigènes sont très variées et importantes, avec des levures qui ont des capacités différentes, des résistantes variées, et donc il est important de connaître les risques et donc de contrôler. Et donc, Meshnikova pulcherrima présente des intérêts en bioprotection de par déjà son manque d'action antagoniste contre Saccharomyces cerevisiae et donc sa bonne compatibilité avec cette souche-là, mais également dans son aspect antifongique qui va venir bloquer le développement des autres levures. Également, l'utilisation de cette levure-là va permettre de réduire, voire de supprimer l'apport de SO2 en phase préfermentaire, donc justement bien sûr d'avoir un impact aromatique derrière qui sera plus net, plus complexe, donc des vins, des fruits entre guillemets plus intenses, et surtout de limiter le stress pendant la fermentation alcoolique et donc d'arriver à moins de composés combinants, moins d'éléments composés nauséabonds en fin de fermentation alcoolique, ce qui permettra également des profils plus nets et surtout un sulfitage en fin de fermentation alcoolique qui sera plus efficace puisqu'on aura moins de composés combinants et donc moins de sulfite à rajouter dans le vin. Je vous remercie de votre attention et on peut ouvrir donc la partie questions. Je vais remettre la caméra et ouvrir le chat. Bonjour Dupouilly, bonjour Bruno. Présentation peaufinée. Présentation peaufinée, j'espère, oui. On le dira à la fin. Alors, est-ce qu'une concentration en cuivre trop élevée, cas des vins bio notamment, peut entraîner une toxicité du milieu pour Meshnikova pulcherrima? À partir de quelle concentration de CU peut-on penser qu'il y a des risques de toxicité? Alors, bonne question. On n'a, de notre part, pas initié d'essai vraiment orienté sur le cuivre par rapport à la Meshnikova pulcherrima, mais je peux répondre sur vraiment de manière globale sur les teneurs en cuivre, étant donné qu'on est sur des teneurs en cuivre autour de 20 mg par litre, qui sont, quand on atteint ces teneurs-là, qui vont être toxiques pour la fermentation alcoolique, qui vont être toxiques pour les levures. En revanche, c'est des teneurs qu'on observe souvent dans les jus de benne, qui sont extrêmement concentrés en cuivre, et qu'on retrouve très rarement sur les mous, une fois qu'il y a eu le pressurage, le débourbage, etc. Donc, potentiellement, traiter les jus de benne différemment, mais tout ce qui est mou, on sera sur des teneurs entre 5 à 6 grammes milligrammes maximum qui ne vont pas entraîner vraiment de soucis en termes de fermentation et en termes d'organoleptique également. Quel est le process d'implantation d'une Meshnikova pulcherrima, notamment en termes de température et de réhydratation? Alors, on a mené des essais justement, bien sûr en Loire et sur d'autres endroits sur ces thématiques-là. On n'a pas observé de différence significative entre le fait de la saupoudrer directement et de la réhydrater, même si nous, on préconise plutôt de la réhydrater parce qu'il y aura une meilleure homogénéisation au moment de l'apport sur raisin. En termes de température, on se trouvera sur des températures classiques, autour de 30 degrés, la diluer et la laisser reposer. Et ensuite, on a une viabilité environ de 4 à 6 heures sur le levain
avant de commencer à avoir des diminutions de viabilité. Donc, une fenêtre d'utilisation qui est assez large au moment de comment ça s'appelle, de l'utilisation. Une question de Sylvain. Bonjour Sylvain. Par son implantation rapide, la mèche Nicoviat ne concurrence-t-elle pas Saccharomyces en azote assimilable et autres nutriments? Besoin de compléter le milieu. J'ai répondu à la question, comme tu le soulignes, effectivement, Saccharomyces mèche Nicoviat vient plutôt s'attaquer à l'azote aminé, donc pas forcément à l'azote assimilable. Et donc, il y aura besoin de compléter effectivement avec de la nutrition organique pour assurer une bonne implantation de la Saccharomyces en suivant. Ensuite, la mèche Nicoviat pulcherrima est-elle compatible avec un process de co-inoculation vin rouge? Alors, comme on l'a vu, la mèche Nicoviat diminue de manière drastique en présence de Saccharomyces cerevisiae, elle lui laisse en fait naturellement la place. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du séquentiel plutôt que de la co-inoculation. Après, nous, on a essayé déjà, on a mis en place des essais, on a des clients qui l'utilisent, notamment en Côte-du-Rhône, sur des vins rouges. Et donc, en inoculation, en bioprotection et ensuite en utilisation de Saccharomyces cerevisiae, avec de très bons résultats. Donc, plutôt en séquentiel qu'en co-inoculation, puisque sinon, on va avoir une diminution naturelle de la mèche Nicoviat. Question de Bernard. Bonjour. Quid de l'utilisation de mèche Nicoviat pour le maintien de bourbes de blanc ou de rosé? Quelle est la limite de température et de SO2 pour maintenir en stabulation ou pour toute autre atteinte technique, par exemple l'atteinte d'un prestataire de filtration? Alors, comme je l'ai présenté au début, donc sur une des slides de l'introduction, on a une levure qui est résistante jusqu'à 3 degrés et qui résiste au SO2 jusqu'à des doses à 5 grammes hecto. Donc, une levure qui, malgré tout, est assez résistante. Et dans le cadre de stabulation, comme on l'a vu également dans l'essai, on était sur 24 heures de stabulation. Après, on a mis beaucoup d'essais en place en Provence sur des stabulations de 10 à 15 heures, où il n'y avait vraiment aucun départ en fermentation. Donc une levure qui était qui était déjà bien implantée, mais surtout qui permettait un bon maintien dans le milieu. Donc, niveau sécurité, vous pouvez aller jusqu'à une journée de stabulation sans problème, et même voire plus si vous n'êtes pas sur des doses de sulfite trop importantes et si la température reste autour de 4 à 5 degrés. La mèche Nicoviat est-elle compatible avec un process de stabulation préfermentaire de bourbe à froid? Je viens d'y répondre. Et tout à fait. On a beaucoup de clients, et donc notamment sur des essais, voire même sur des clients réguliers, qui utilisent cette mèche Nicoviat pour les stabulations préfermentaires à froid sur des rosés et des blancs. Intérêt de mèche Nicoviat lors d'une FA en levure indigène? Alors, c'est une très bonne question, étant donné que la mèche Nicoviat va être plutôt antifongique, donc va plutôt bloquer. On n'est pas sûr de quelle levure indigène fera son chemin dans le milieu, donc je ne peux pas trop vous répondre sur cette question-là. Contrôle d'influençation par cytométrie. Alors, c'était des comptages sur boîte de pétri, donc des cultures, et ensuite comptage de colonies voilà, pour valider sa présence. Par contre, pour les contrôles d'implantation, là, on est sur de la cytométrie. Cette souche est-elle au catalogue autorisé en biodynamie? Alors, il faut que je me renseigne. Je peux déjà vous dire qu'elle est autorisée en bio. Et maintenant, en biodynamie, je vais me le noter et je validerai ça en interne. Je vous enverrai un mail, Bruno. Pour stabulation de rouge, idem, quelle est la tenue dans le temps, température de stabulation? Alors, bien sûr, plutôt des températures relativement froides en termes de stabulation de rouge, puisque bien sûr, les températures plus élevées vont venir stimuler la compétition avec mèche Nicoviat. Et même si c'est une levure qui est plutôt antifongique et très bonne compétitrice, l'idée, ce n'est pas non plus de la pousser dans ses retranchements avec une pression trop forte d'autres levures. Donc plutôt des températures relativement basses de stabulation. Certains labos préconisent de mettre 2 à 3 grammes de SO2. Est-ce plus sécurisant? Alors ça c'est une très bonne question, et ça rejoint un essai qu'on a mis en place dans le Gers l'année dernière, où on avait plutôt une modalité sulfitée, une modalité très sulfitée, et une modalité où on avait voulu justement venir sur les réductions de doses, avec justement des doses comme celles que vous proposez de 2 à 3 grammes, plus l'utilisation de la mèche Nicoviat pulcherrima. Et c'est vrai que c'est un essai qui est très bien ressorti au niveau aromatique et au niveau pointage aussi, puisqu'on avait un très bon contrôle des micro-organismes et une très bonne production de thiol et d'ester
en fin de fermentation. Donc, tout à fait, pour aller vers une réduction et non pas une suppression des doses, on peut mettre 2 à 3 grammes en plus de l'utilisation de la Mechnikova pulcherrima, qui, je le rappelle, tolère jusqu'à 5 grammes. Question de Jérémy. La levure Mechnikova pulcherrima possède-t-elle une activité antibactérienne sur les bactéries lactiques? Je pense aux mallots qui ont tendance à se déclencher de plus en plus rapidement en FR lorsqu'il n'y a pas de SO2 dans le cupage. Alors, il faut que je me replonge dans l'étude que je présentais, puisqu'il y avait là, c'était un extrait de quelques levures que j'avais mis, mais je crois qu'il y en avait une centaine qui étaient pointées de souches différentes. Donc, potentiellement, ça peut être le cas, et notamment par inhibition du fer. Là, il y aura vraiment un blocage des développements de micro-organismes, et notamment peut-être la bactérie lactique, tout à fait. Quelle proportion en acides aminés faut-il apporter en plus pour une modalité d'ambioprotection par rapport à une modalité normale? Car le coût d'azote reste assez élevé. Alors, l'idée, c'est peut-être aussi d'apporter l'azote organique dans un deuxième temps, c'est-à-dire pas forcément au moment du levurage, puisqu'on va ici faire un pointage au niveau azote assimilable, et donc plutôt laisser la levure travailler et corriger ensuite. Donc une dose de 30 grammes hecto pourra être tout à fait valable, mais dans un deuxième temps, justement au moment de l'inoculation de la Saccharomyces cerevisiae. Ma question sur la co-inoculation concerne une co-inoculation levure et bactéries pour FML. Alors, c'est une bonne question. Et alors, pour répondre, je pense qu'on utilisera tout simplement la Mechnikovia en premier temps, et ensuite la bactérie lactique et la Saccharomyces cerevisiae de manière simultanée, avec un écart de 12 à 24 heures de levurage pour la bactérie dans un deuxième temps. Donc, si tu veux une inoculation séquentielle en 3 fois avec la Mechnikovia en premier temps, une Saccharomyces cerevisiae, et une fois que la Saccharomyces cerevisiae s'est bien implantée après quelques heures, l'inoculation de la bactérie lactique. Cette souche peu fermentaire dégage-t-elle un peu de CO2 et perturbe-t-elle un peu le débourbage? Alors non, justement, puisqu'on va venir apporter cette levure à des faibles doses, de manière à ce que le niveau de population soit vraiment celui qu'il faut pour bloquer la production des autres micro-organismes, mais pour éviter bien sûr tout départ en fermentation. Donc, qui dit départ en fermentation dit CO2, donc ici il n'y aura pas de dégagement de CO2 dans le cadre de la bioprotection. Par contre, bien sûr, dans une application aromatique, comme on l'a montré avec la MP17.2, on aura des doses plus élevées, de l'ordre de 30 grammes hecto, où là, bien sûr, on aura un départ en fermentation qui sera voulu, et donc on aura, bien sûr, un dégagement de CO2. Mais dans le cadre de la bioprotection, on n'aura pas de problème au débourbage. Sur Sauvignon, est-ce que le risque d'oxydation n'est pas trop important? Alors si, notamment avec les problématiques de pinking qu'on peut retrouver sur Sauvignon. Donc l'idée, ce sera peut-être de coupler l'application de bioprotection avec l'utilisation de produits riches en glutathion, donc certaines solutions du marché, pour venir apporter cet aspect antioxydant au mou et pouvoir protéger justement l'oxydation des vins. Et donc une question de Bruno, le pied de cuve est viable combien de temps et peut-on le reproduire à la vigne avec quel process simple? Alors le pied de cuve, comme je le disais au début, c'est tout simplement les levures dans de l'eau chaude pour les réhydrater. Ensuite, avec arrosoir, on avait des clients qui aspergeaient directement les bennes à l'arrosoir. Et donc, ce pied de cuve est viable entre 4 et 6 heures avec un niveau de population maximum et va ensuite décroître à partir des 6 heures d'utilisation. Donc, ça dépend à quelle période vous allez récolter. Mais si vous récoltez, mettons, sur une matinée, le pied de cuve pourra vous tenir toute la matinée. Et il faudra bien sûr en préparer un second pour l'après-midi pour continuer. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va s'arrêter là pour ce webinaire. Je vous remercie de votre participation et pour votre enthousiasme sur les questions. Il y a eu beaucoup de questions, donc merci beaucoup. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau webinaire sur l'utilisation des enzymes et qui sera présenté cette fois-ci par Arnaud. Voilà. En vous remerciant. Au revoir.